Bon, la bulle a éclaté, la boîte qui nous a racheté a vu son cours tomber de 99,98%, donc de 10 milliards à 30 millions. Donc 0 à héros, couverture de tous les journaux, envoyé spécial, capital, à zéro. Et en 2001, donc je me retrouve ayant vécu une aventure extraordinaire où j'ai beaucoup appris, mais où j'ai tout perdu. Et je me suis dit, de toute façon, j'ai pas fait ça pour gagner de l'argent, j'ai gagné ça parce que j'aime créer des entreprises. Donc je veux continuer à être entrepreneur. Donc il faut juste que je choisisse une idée qui puisse être profitable rapidement, même si je n'aime pas trop l'idée, parce que l'objectif c'est d'être entrepreneur. La première sortie, donc j'ai 29 ans, je viens de gagner 43,5 millions de dollars, mais bon, après impôt, disons 26,5, parce que l'oncle Sam avait besoin de, de son tiers. Et en fait, j'ai littéralement rien changé à ma vie. J'habitais encore dans un studio, je me suis acheté une télé, une Xbox, et j'ai changé ma raquette de tennis. Et c'est à peu près tout. Parce que je travaillais jour et nuit. En fait, à l'époque, comme la boîte elle était comme ça, on est passé de 50 employés à 100, à 150, à 200, à 250. Ça a littéralement rien changé. Ce que ça m'a vraiment apporté, c'est de la liberté de pouvoir derrière créer la boîte que je voulais. Hello les aventuriers, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, je suis ravi d'être avec Fabrice Grinda. Ça porte vraiment bien son nom aujourd'hui, le podcast Aventurier de la vie, parce que il a vraiment vécu plusieurs vies. D'abord un multi-entrepreneur, il a créé plusieurs entreprises, notamment comme OLX, mais aussi un investisseur où il a investi dans plusieurs centaines de startups, un des plus gros business angels au monde, je crois. Et surtout, c'est un amoureux de la vie, etc. Il vit entre plusieurs pays, donc je suis vraiment ravi de l'avoir aujourd'hui. Il illustre très bien mon podcast. Merci Fabrice d'être là. Merci de me recevoir. Donc du coup, comme déjà, j'espère que je ne me suis pas trompé dans l'introduction. L'idée, bah, c'est de creuser un peu ton parcours aujourd'hui. Donc déjà, pour ceux qui ne te connaîtraient pas, est-ce que tu peux te présenter un peu rapidement et après on va creuser un peu sur certaines étapes. Oui, absolument. À la base, je suis niçois. J'ai eu le privilège, parce qu'en fait, c'est quand même une vie magnifique de grandir à Nice, dans le sud, où je suis d'ailleurs là. Je suis à Villefranche, par-dessus Saint-Jean-Cap-Ferrat. En 1984, en fait, à l'âge de 10 ans, j'ai eu mon premier PC et c'était l'amour au premier clic. Je savais dès ce moment-là que les ordinateurs et moi allions être ensemble pour le reste de ma vie. Et donc, j'ai commencé à programmer, construire des PC. J'ai créé un BBS qui était l'ancêtre de l'Internet où les gens se connectaient. Et tombé un peu amoureux de l'entrepreneuriat et j'avais deux idoles qui étaient à l'époque Bill Gates et Steve Jobs. Donc j'ai su très rapidement que je voulais vivre le rêve américain et me lancer dans l'entrepreneuriat. Donc à 17 ans, j'ai quitté la France et je suis allé à Princeton où j'ai fait des études en économie et en mathématiques. J'ai gradué premier de ma promo en 96 et en fait à Princeton il y avait déjà, ils nous avaient donné des connexions T1 donc du 10 mégabits en fibre quoi, dans nos chambres. Donc j'ai vu l'Internet naître, j'ai vu la sortie de Netscape, Yahoo, Amazon, etc. Et je savais que je voulais être entrepreneur Internet. Mais comme j'étais timide, introverti, j'ai fini premier de ma promo, mais j'avais 21 ans. J'ai décidé d'aller chez McKinsey à New York pendant 2 ans où c'était en fait une sorte d'école d'affaires, sauf qu'ils nous payent. Et donc j'ai amélioré mes capacités d'analyse, de travail en équipe, etc. Et en 98, donc à 23 ans, je suis rentré en France pour essayer d'amener l'Internet à la France. J'ai créé ma première boîte qui était Auckland, qui était un site d'enchères, en fait, une sorte de eBay pour la France, où j'ai fini par lever d'abord la première levée de 18 millions d'euros, qui à l'époque était de dollars, qui était la plus grosse levée de la France. Et sur la période des 3 ans, on a levé du genre 63 millions de dollars. On a grandi à 150 employés. Avant de le vendre, c'était financé par Bernard Arnault et son fonds de capital risque Europat Web, avant de le vendre à un groupe coté qui s'appelait QXL Ricardo. Malheureusement, à ces moments où la bulle a éclaté, la boîte qui nous a racheté a vu son cours tomber de 99,98%, donc de 10 milliards à 30 millions. Donc 0 à héros, couverture de tous les journaux, envoyé spécial, capital, à zéro. Et en 2001, donc je me retrouve ayant vécu une aventure extraordinaire où j'ai beaucoup appris, mais où j'ai tout perdu. Et je me suis dit, de toute façon, j'ai pas fait ça pour gagner de l'argent, j'ai gagné ça parce que j'aime créer des entreprises. Donc je veux continuer à être entrepreneur. Donc il faut juste que je choisisse une idée qui puisse être profitable rapidement, même si je n'aime pas trop l'idée, parce que l'objectif c'est d'être entrepreneur. Et j'avais vu qu'en Europe et en Asie, les sonneries logos pour téléphone portable avaient commencé à décoller. Donc j'ai ramené ça sur le marché américain. Alors ça a été très dur les 2 premières années. J'ai vécu à New York sur 2 dollars par jour.
J'ai raté la paie 27 fois. J'investis 100% de ce que j'avais. J'ai emprunté 100 000 sur mes cartes de crédit. Mais in fine, la boîte est passée de 1 million de chiffres en 2002, 5 en 2003, 50 en 2004, 200 en 2005. Donc de 1 à 200 millions de chiffres, c'est à la vieille école sur la profitabilité, vu que les capitaux risqueurs, quand je leur demandais des sous et que j'ai pas fini ma phrase en leur disant que je faisais du B2C télécom, quand toutes les boîtes de B2C, Pets.com, Webvan, Ito, ils avaient fait faillite, toutes les boîtes de télécom, comme MC Worldcom avaient fait faillite. Et donc, j'ai vendu ça, ce coup-ci, à un groupe coté au Japon pour 80 millions, j'en avais un peu plus de la majorité. Et sur ces 18 mois, j'ai monté la boîte à 250 employés, 200 millions de chiffres. Et en 2006, j'ai quitté pour aller créer ma prochaine boîte, qui était OLX, c'est un peu le bon coin du reste du monde. J'ai monté de 0 à 11 000 employés, 30 pays, on est les leaders au Brésil et sur toute l'Amérique latine, en Ukraine, Pologne, Roumanie, Russie, en fait toute l'Europe de l'Est, plus le Portugal, le Moyen-Orient, et puis Inde, Pakistan et les îles du Sud-Est. On parle de 300 millions, de plus de 300 millions de visiteurs par mois, des millions de personnes qui gagnent leur vie sur le site, et on fait partie intégrante de la fabrique sociétale dans ces pays émergents où, par ailleurs, il y a d'habitude pas de système de paiement ou de transport très, très développé, et donc la petite annonce est vraiment le moyen d'acheter, de trouver un emploi, de trouver une voiture, etc. Et en fait, j'ai vendu ça en 2013 à un groupe coté, encore une fois, qui s'appelait Naspers. À ce moment-là, j'avais déjà fait des centaines d'investissements en tant qu'ange, parce que étant visible auprès des consommateurs, PDG d'une boîte qui est qui est très connue du grand public, d'autres entrepreneurs me contactaient. Et donc très longtemps, je me suis dit, est-ce que c'est pas une distraction d'être un ange, au-delà d'être un PDG fondateur, mais je me suis dit, si j'arrive à articuler les leçons que j'ai apprises à d'autres fondateurs, ça me rend un meilleur entrepreneur. Et si je garde mes doigts sur le pouls du marché en parlant d'autres entrepreneurs, ça me permet d'être un meilleur fondateur. Et donc, j'ai dit, OK, je vais faire que les métiers que je connais bien, donc les places de marché, les marketplaces. En 1 heure, je vais décider si j'investis ou pas. Donc, j'ai défini mes 4 critères de sélection. Et d'ici 2013, j'avais déjà 173 investissements, des dizaines de sorties. Et donc, j'ai essayé de continuer à faire ça. Et puis, ça a pris ça a pris une vie à part. Et en 2016, j'ai créé un fonds de capital risque parce que des investisseurs m'ont contacté disant on voudrait avoir une exposition à ce que tu fais. Et donc aujourd'hui, j'ai créé un fonds qui s'appelle FJ Labs, qui est spécialisé dans les investissements dans les startups à effet de réseau et des marketplaces. Et à ce jour, on a plus de 1200 investissements. Et on investit relativement tôt dans les Uber, Airbnb, Alibaba, Blablacar et toutes les places de marché. Alors, ci c'est plutôt les places de marché B2B. On a eu plus de 300 sorties. Le dernier fonds, donc le premier fonds, c'était 50 millions, le deuxième 175, le troisième, nous sommes basés à New York, on est une vingtaine, on est 9 dans l'équipe d'investissement et 19 en tout avec le gros back-office vu qu'on a beaucoup de boîtes. Et puis voilà, ça se passe très très bien. Et bah, donc, parcours très, très, très complet. T'as pas perdu de temps, tu as commencé à entreprendre très très jeune. Tu as dit quelque chose d'intéressant, je crois, si j'ai bien compris, c'est que tu disais c'est pas tant l'idée toi qui t'intéresse, mais c'est d'entreprendre. Justement, toi, comment tu trouvais les idées? Tu as dit notamment, par exemple, pour Alix, que tu as repris un peu le bon coin et pour les autres projets, tu t'es inspiré, etc. Mais comment tu cherchais quand même cette idée Alors, plusieurs bémols dans ce que tu viens de dire. L'idée est importante, mais c'est juste que en 2001, la contrainte, c'était qu'il n'y avait pas de capitaux et que l'Internet était mort. Et d'ailleurs, je pensais que j'avais raté la plus grosse opportunité de ma vie de réussir tôt et qu'en fin de compte, l'Internet, ça serait un petit truc de niche où ça ne serait pas pour gagner de l'argent. Mais je voulais être entrepreneur. Je me suis dit, vu que je veux être entrepreneur, je suis prêt à sacrifier tout, y compris une idée qui ne me plaît pas particulièrement, pour être entrepreneur. Maintenant, dans un monde idéal, on fait un métier qui nous plaît, qui a une valeur ajoutée pour l'humanité, etc. Et les contraintes aujourd'hui ne sont plus les mêmes. Aujourd'hui, le capital est relativement disponible. C'est beaucoup plus facile de créer une boîte que ça ne l'était il y a 27 ans. Quand j'ai créé ma première boîte, il fallait que je crée mes propres data centers, il fallait que je monte des PC. Il fallait des millions de dollars juste pour allumer les lumières. Aujourd'hui, avec Cursor, Lovable et GPT, avec allez, 20 000 dollars à tout casser, je peux plus ou moins développer n'importe quoi avec l'open source, que c'est tellement plus facile aujourd'hui, il n'y a pas besoin de limiter
et de ne pas prendre une idée qui ne nous plaise pas et qui ne soit pas une valeur ajoutée pour l'humanité. C'était une contrainte spécifique de 2001. En 2006, j'ai créé une boîte qui m'a plu. À OLX, je voulais créer ça. Maintenant, les sources d'idées, il y en a beaucoup. Les idées, ça peut être un problème auquel on fait face dans notre vie et qu'on a envie de résoudre. Ça devient notre mission de résoudre ce problème parce qu'il nous implique. Ça peut être une observation que dans le monde, voilà, il y a ces différentes problématiques que l'on veut résoudre, réchauffement climatique, il y a inégalité d'opportunités. Maintenant, ces problématiques-là, d'habitude, le réchauffement climatique, c'est pas un problème, c'est 10 000 sous-problèmes. Donc, on peut choisir. Et s'il y a un problème, il y a d'habitude une solution profitable et scalable pour l'adresser. Euh, on voit aussi des tendances dans différents verticaux. On se dit, ah, Uber, maintenant, il y a une solution à un clic où je peux avoir un chauffeur qui me conduit de A à B. Est-ce que cette solution-là, je peux l'appliquer dans un autre vertical? Donc, en fait, faire des analogies. Je vois une solution dans un vertical et on l'applique à d'autres. Donc aujourd'hui, la grande tendance, c'est que plutôt que, par exemple, si je veux remplacer ma pompe à eau, plutôt que d'aller sur Thumbtack et d'avoir 20 personnes qui viennent faire un bid, c'est la place de marché qui choisit en fait le prestataire pour nous. Et c'est en train d'arriver dans tous les verticaux, un peu l'ubérisation des différents métiers. Et dernier, c'est de faire de l'arbitrage d'idées internationales, de voir une idée qui marche dans un pays. Quand j'ai créé OLX, le Bon Coin n'existait pas. Ah oui, Donc ok. c'est juste pour expliquer aux Français Ah oui, tu avais besoin un peu que oui, mais enfin, du reste du parce monde que de ça la vérité. parle aux gens de dire un site de petite annonce comme Le Bon Coin pour le reste du monde. Mais non, Le Bon Coin n'existait pas. Mais il y avait aux États-Unis un site qui s'appelait Craigslist qui existait et qui s'avérait être nul. Ils ne modéraient pas leur contenu. Il avait une interface de 1995 en 2005. Et donc, je me suis dit, d'abord, j'ai essayé de les convaincre de me laisser gérer la boîte ou de les racheter. Ils ont dit non. Donc, je me suis dit, OK, je vais faire pareil, mieux. Il s'avère que malheureusement que ça n'a pas pris aux États-Unis, ce que j'aurais préféré, et que ça a pris dans les pays où il n'y avait pas de concurrence, qui étaient les pays émergents. Et c'est là où ça a pris d'abord en Inde et au Brésil, Pakistan et en Portugal, et j'ai utilisé la croissance et la profitabilité de ces pays-là en fait pour s'étendre dans tous les autres pays. Ça veut dire qu'en parallèle, tu avais, bon, t'as essayé d'abord de lancer aux États-Unis, mais ça a pas pris, mais tu as lancé aussi en parallèle dans plusieurs pays. Parce qu'en général, Alors au quand on début, fait j'ai des lancé dans levées. 100 pays, et j'ai dépensé 50 000 dollars dans 100 pays, donc j'ai dépensé 5 millions de dollars. Et ça a vraiment pris dans ces quatre-là. Donc je suis passé de 100 à 4. Je suis devenu leader dans ces quatre-là, très profitable au Brésil, un peu profitable au Portugal, et j'ai utilisé les bénéfices du Brésil pour me relancer dans les autres pays, un par un, en matchant l'offre et la demande, et en devenant leader en fait dans ces pays-là. Donc j'ai pris les 30 pays les plus intéressants pour nous, et on est devenu numéro un dans tous ces pays-là. Et sinon, tu as commencé par dire que tu étais avais été très inspiré par Bill Gates et, euh, et Steve Jobs, d'ailleurs, qui sont deux personnalités complètement différentes l'une de l'autre et deux entrepreneurs un peu différents. Pourquoi ils t'inspiraient, ces deux personnes, et en quoi, toi, ça t'a aidé pour un peu avoir le déclic entrepreneurial et lancer ton premier projet? Alors dans les années 80, il n'y avait pas tellement de rôle modèle entrepreneuriaux. Il n'y en avait réellement que deux. Et comme j'adorais les PC, alors j'avais beau être à Nice, j'achetais la presse américaine dans la papeterie du coin qui s'appelait PC World et PC Magazine. Et donc je suivais le développement des PC. Et j'ai d'ailleurs moi-même suivi l'évolution. J'ai commencé avec un 80-88, puis un 286, puis un 386, puis un 486, puis un Pentium. Pareil, les cartes graphiques, CGA, EGA, VGA, etc. Et les modems, j'ai eu mon premier modem à 1200 beaux, une imprimante 9 dot matrix. Je passais tout mon temps dans le magasin informatique en face de chez ma grand-mère, donc j'avais Mais c'était de beaucoup à 10 l'époque en plus, à 17 ans, donc j'étais vraiment complètement amoureux de l'informatique. Et c'était vraiment l'amour au premier clic. Passant tout mon temps à monter les PC, des jeux vidéo, etc., c'était évident pour moi que c'était la direction dans laquelle je voulais aller. Et encore une fois, c'est là où le hasard fait bien les choses. C'est pas comme si à 10 ans, en 84, je me suis dit, vu une analyse des tendances macroéconomiques, l'informatique, c'est l'endroit où il faut se diriger parce que ça sera un métier à plusieurs trillions de dollars à l'avenir. Non, c'est le hasard qui fait que mon hobby, il a un milliard, et tout d'un coup, je me suis retrouvé au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes compétences. Et donc ça, c'est un peu le hasard de où notre intérêt est attiré, et ce qui m'a fait que une fille, on arrive
au milieu des années 90 et voilà, je suis au bon endroit, au bon moment avec les bonnes compétences. J'étais donc premier de la classe, je faisais les Olympiades, etc. Et effectivement, le tracé traditionnel, ça aurait été d'aller, je sais pas, faire une grande école, d'aller quoi, maths sup, maths spé, d'aller à l'ENA ou je sais pas trop quoi. Mais je savais, quoi, j'avais cette idée de, en fait, très jeune, c'est très ambitieux. J'avais pour vocation à changer le monde pour le meilleur. Donc les premiers idoles, c'était Auguste ou Octave, Alexandre, etc. Mais en fait, assez rapidement, je me suis rendu compte que la, on n'a pas tellement d'impact en fait en politique. On est limité par le pays dans lequel on est né. Et dans les démocraties, c'est fait par exprès qu'il y ait des checks and balances et donc on ne puisse pas réellement changer les choses. Et je me suis dit, quand j'ai vu l'impact de la démocratisation des PC, la vision de Bill Gates qui était une PC dans toutes les maisons, où ça touchait littéralement la vie de milliards de gens à l'échelle mondiale, je me suis dit, et j'ai vu aussi l'impact déflationniste de la technologie. En rendant les choses tellement moins onéreuses, ça augmente le pouvoir d'achat et la qualité de vie des gens. Et donc je me suis dit, ok, c'est un moyen vecteur d'amélioration de la société. Et donc je veux utiliser l'effet déflationniste de la technologie pour améliorer la qualité de vie des gens et suivre dans leurs footsteps. Ah, d'ailleurs, mes petits apartés, je pense à ça à l'instant. Je sais pas ce que tu penses, parce que justement, Elon Musk, il a d'abord entrepris. Bon, c'était un des entrepreneurs les plus reconnus dans le monde. Et au final, maintenant, il cherche quand même à aller faire de la politique. Alors qu'il pourrait, se contenter d'impacter le monde via l'entrepreneuriat. Je pense que c'est une erreur parce que la politique, à mes yeux, a un très peu d'impact positif et peut avoir des impacts assez négatifs, mais en fait, les cycles politiques sont tellement découplés des cycles macroéconomiques ou économiques au sens large. C'est-à-dire que si on regarde sur les 40 dernières années, on a 1 milliard de gens qui sont sortis de la pauvreté. On a maintenant même quelqu'un de pauvre, qu'un smartphone. Résultat, il a la somme totale de la connaissance humaine dans sa poche. Il a l'accès à la télécommunication vidéo gratuite mondialement. Il a accès à un super assistant intellectuel dans le GPT, tout ça gratuitement. Et on prend ça comme si c'était normal. C'est plus d'informations et d'accès à la communication que le président des États-Unis en avait il y a 25 ans, quoi. C'est une révolution. Or, si on suit la politique ou le monde au jour le jour, on a l'impression que c'est catastrophe, catastrophe, catastrophe. Parce qu'en fait, les gens sont super sensibles à l'information négative parce qu'il y a 10 000 ans, si jamais il y avait envoyé dans les feuilles, on se disait c'est peut-être le tigre qui allait nous manger. Or, on ignore les choses positives parce qu'elles prennent plus de temps. L'impact déflationniste de la technologie prend 10, 15, 20 ans, mais in fine, il transforme la société pour le meilleur. Je me rappelle quand j'étais petit que les riches prenaient l'avion. Aujourd'hui, avec les EasyJet, etc., et en fait, c'est des améliorations de modèle économique. C'est démocratisé. Quand j'étais petit, mon père engueulait ma mère, ouais, tu nous ruines en faisant des appels de longue distance. Et on parlait d'un appel de téléphone de Nice à Paris. Aujourd'hui, je peux appeler Tokyo en vidéo gratuitement. Donc, je pense que c'est une distraction négative pour lui et que c'est pas un endroit où il faut allouer du temps. Mais maintenant, le fait qu'il y ait des gens qui veulent se battre pour préserver la liberté de l'information, la démocratie, etc. Très bien, mais c'est absolument pas là où j'ai envie d'allouer du temps. Je pense qu'au XXIe siècle, on fait face à 3 grandes problématiques, donc le réchauffement climatique, l'inégalité d'opportunités et en fait la crise de la santé physique et mentale, et que je veux utiliser la technologie pour résoudre ces trois de manière scalable et réplicable, et que je pense que on est à la hauteur du challenge. On va résoudre tous ces problèmes-là. Et je suis extraordinairement optimiste en fait sur tous les fronts. Et on peut se permettre d'ignorer la politique qui est en fait que négative tout le temps et une distraction. Assez complètement ce que tu viens de dire. Juste pour revenir un peu sur la partie psychologique un peu de ton enfance, parce que tu t'as dit entre 10 et 17 ans, tu débordais déjà d'une ambition énorme. Est-ce que tu sais d'où elle vient cette ambition? Est-ce que c'est ton éducation ou autre Non, mais je l'avais déjà à 5 ans. Ah, Je déjà à voulais 5 ans. toujours. Ah oui, oui, non, je voulais toujours être numéro un, je voulais toujours être le meilleur, je voulais toujours avoir un impact. Oui, je ne manquais pas ni d'ambition ni de modestie. Et en fait, c'est assez rigolo parce que
vu la façon dont je parle, etc., j'apparais souvent immodeste, alors qu'en fait aujourd'hui je me rends compte à quel point il n'y a pas de bonne façon de vivre sa vie. J'étais très judgmental. En fait jeune, j'étais un peu Sheldon Cooper, si vous avez vu Big Bang Theory. Complètement socially awkward, et c'était tout si vous n'avez pas les mêmes valeurs que moi, qui étaient l'intellectualisme, la curiosité intellectuelle, l'intelligence et l'ambition, je vous jugeais. Alors qu'aujourd'hui, je pense qu'il y a une infinité de façons de vivre. Et plus on connaît de choses, plus on se rend compte à quel point on connaît peu de choses. Et donc, je suis infiniment plus modeste aujourd'hui que je l'étais à 10 ans, ou au pire, à 25 ans. Alors, à 25 ans, je pensais vraiment que je savais tout. Tu avais un ego surdimensionné et... Ah oui, pour sûr. Mais en fait, prendre une énorme claque à 25-26 ans où ma boîte essentiellement se plante, je passe de héros à zéro, etc., ça a été très bon pour mon ego. Je pense que j'aurais été insupportable. Parce que eBay nous avait offert de nous racheter, j'avais 25 ans, pour 300 millions de dollars, j'avais 40% de la boîte. Si j'avais gagné à 120 millions de dollars à 25 ans, je pense que Ah ouais, ça aurait pas été forcément très bon pour mon ego et que ça aurait peut-être probablement très mal fini. Ok. Ah bah c'est hyper intéressant ce que tu dis. Enfin, tu as vraiment vécu un vrai roller coaster entre les succès et les échecs. Comment tu as fait, bah, tu en as un peu parlé très rapidement de l'échec, mais comment tu as fait déjà pour euh, rebondir après l'échec et te comporter? Ben, en fait, je suis construit heureux. Et j'ai toujours fait preuve de gratitude, d'optimisme et d'ambition. Je suis toujours rendu compte à quel point j'étais chanceux. J'étais chanceux d'être né à la fin du XXe siècle, dans un moment où on a une qualité de vie extraordinaire. Alors aujourd'hui, hein, en 2025, on a une espérance de vie de plus de 80 ans. Il y a 200 ans, en 1825, l'espérance de vie mondiale, c'était 29 ans. Les gens travaillaient 100 heures par semaine, 7 jours sur 7 pour survivre. C'était l'équivalent d'un dollar par mois de revenus. Et on avait faim plusieurs fois par année. C'était une qualité de vie absolument horrible. On était tous fermiers. Il n'y avait pas d'antibiotiques, il n'y avait pas de vaccins. C'était une hygiène de vie horrible. Et pareil, même il y a 100 ans, où c'était une espérance de vie à 53 ans, on était à moitié ouvrier à moitié. La disparité entre les pauvres et les riches à l'époque, elle était infinie. C'est-à-dire que les riches allaient en vacances, avaient de l'eau courante, avaient l'électricité, là, donc là je parle de 1925, et les pauvres non. Aujourd'hui, on a une qualité de vie, notamment dans l'Occident, qui serait l'envie des empereurs du temps. Et donc, je me suis toujours rendu compte à quel point, parce que j'ai étudié l'histoire, on est privilégié de vivre aujourd'hui dans l'Occident. Donc, non seulement on est plus privilégié dans le temps, donc par rapport à tous les gens qui sont venus avant nous, mais on est privilégié par rapport aux gens qui sont aujourd'hui en Inde, en Afrique, en Somalie, etc. Donc, j'ai toujours fait preuve de gratitude par les conditions dans lesquelles voilà, je suis né à Nice, en France, famille de classe moyenne qui était très bien, j'ai du sport stable, j'ai une bonne santé, donc j'ai toujours fait preuve en fait d'optimisme et de gratitude. Donc même ayant fait faillite, comme je manquais pas de confiance en ma capacité à rebondir, je pouvais toujours retourner chez McKinsey ou prendre un job. C'est pour ça qu'en fait les gens sont trop averses et plus averses au risque. Maintenant, je comprends que la psychologie humaine fait qu'en moyenne les gens sont averses au risque, mais vu que la plupart des gens sont averses au risque, prendre un tout petit peu plus de risques que les autres est très récompensé. Et encore une fois, je me suis dit que j'ai rien à perdre. C'est-à-dire que oui, j'ai fait faillite, mais qu'est-ce que ça veut dire? Quelle est la pire des choses qui puisse m'arriver? Je ne vais pas finir dans la rue. Je vais habiter sur le canapé de chez mes parents ou dans la chambre d'amis de mes parents. C'est pas très grave. Je peux reprendre un job dans une grande boîte ou chez McKinsey ou travailler dans une startup. J'ai jamais en fait considéré que ce que je faisais était risqué. Parce que même quand j'ai fait faillite, voilà, j'avais rien à perdre. C'est pas très grave. Souvent, les gens, je pense, c'est aussi quand ils s'entreprennent un peu plus tard et qu'ils ont déjà des enfants et une famille, c'est aussi bon, ils ont toujours, on trouve toujours des excuses de toute façon, mais après quand on a des enfants, peut-être c'est un peu plus compliqué. Ils se disent il faut les nourrir, ils vont peut-être pas dormir chez leurs grands-parents avec leurs enfants, etc. quoi. C'est peut-être ça. Et effectivement, c'est beaucoup plus facile quelque part de le faire avant parce que le coût de la vie et le coût de l'opportunité est plus faible. L'avantage est parti à j'avais 23 ans en 98 et je gagnais déjà plus de 200 000 par an à McKinsey. Il m'avait promu de Ah oui. associé. Mais si je restais, dans 5 ans plus tard, je gagnais 1 million de dollars par an.
d'habitude, les gens, ils ajustent leur niveau de vie par rapport à leurs revenus. Alors là, tout d'un coup, voiture, bel appartement, hypothèque, alors peut-être femme, enfant, etc. On peut pas passer de ça à zéro. Quand j'ai monté ma boîte, j'ai vendu tout ce que j'avais, j'ai mis 100% de ce que j'avais dans ma boîte, j'ai emprunté 100 000 sur mes cartes de crédit. All in, quoi. Voilà, all-in, mais on peut pas être all-in de la même façon plus tard. Maintenant, on peut encore être entrepreneur aujourd'hui à 40 ans, 50 ans. C'est-à-dire que dans nos places de marché B2B, le PDG, il a un âge moyen, voilà, probablement autour de 40-45 ans. C'est quelqu'un qui vient de l'industrie, qui peut lever suffisamment d'argent parce qu'il a la crédibilité pour pouvoir se payer un salaire. Alors peut-être que ça ne sera pas le salaire qu'il avait, euh, peut-être que c'était pas les 300-400 000 dollars qu'il gagnait avant, ça sera peut-être que 150 ou 1000 ou Mais il 200 aura 000, économisé un peu. Il aura placé un peu de côté. mais c'est pas grave. Il sait suffisamment pour payer son hypothèque, etc. Peut-être que ses enfants sont déjà partis à l'université, le foyer, donc c'est pas grave de downsizer aussi. C'est plus facile aujourd'hui d'être entrepreneur à tout âge en fait que ça l'était avant. Encore une fois, le coût de lancement d'une startup, il s'est effondré. Avant, il fallait des base Oracle, des licences de Microsoft. J'ai dû créer mon propre data center. Ah ouais. Ouais, c'était avant Rackspace. C'était c'était Ça m'énerve avant. parce que maintenant, les data centers, ça lourd en poupe, quoi. Tout à fait. Mais à l'époque, aujourd'hui, voilà, je peux louer sur AWS pour que dalle et me lancer. J'ai besoin de dépenser rien du tout. Donc c'est tellement plus facile aujourd'hui que ça l'était. Ça a une démocratisation de l'entrepreneuriat qui est magnifique, qui me réconforte sur le fait que la créativité humaine va s'attaquer à tous les problèmes auxquels font face l'humanité. Ok, hyper intéressant. Bon, on a parlé un peu de comment tu rebondissais par rapport aux échecs, mais ensuite on va un peu plus optimiste sur les succès. Moi, à l'échelle de mon podcast, j'ai déjà eu une quarantaine d'invités. J'essaye de mettre en place une méthode sur comment réussir et entreprendre son projet. Est-ce qu'il y a des clés? Et toi, tu as dit que justement, auprès avec les investissements que tu fais et que les fondateurs que tu accompagnes, tu essaies de leur partager tes leçons tirées de tes projets. Tu arrives à trouver un fil conducteur, deux, trois clés ou leçons qui font vraiment, enfin, qui mettent toutes les chances pour qu'un projet réussisse. En tout cas, pour au moins le lancer, avoir de la traction, etc. sur, on va dire, les deux, trois premières années. Oui, ben, j'ai Avec beaucoup de ton recommandations. expérience acquise et aussi de... Pardon? Oui, non, j'ai absolument beaucoup de recommandations. Dans les choses qui coulent les boîtes, les trois choses qui coulent les boîtes le plus, c'est un, de ne pas trouver du product market fit. Donc avant de lancer une idée, je recommande aux fondateurs de vraiment faire un test. Vous dépensez 1000 euros. Vous faites un landing page analysis, vous achetez des mots-clés sur Google ou Facebook, vous regardez la densité des mots-clés, le CPC, une estimation du coût d'acquisition client, vous comparez ça à la marge de contribution nette par transaction et la récurrence en utilisant le panier moyen et les marges du marché. Il ne faut pas estimer qu'on sera bien au-delà de ça, ou vous parlez à 50 clients potentiels. Mais comme les gens ont tendance à vous dire oui, l'idée est bonne, il faut poser les questions de manière intelligente pour vérifier, valider qu'ils seraient vraiment clients, qu'ils seraient prêts à signer une lettre d'intention, comprendre combien ils seraient prêts à payer, parce que bon, ça dépend des métiers. Les métiers, il faut acheter la pub, on achète des pubs, des métiers, c'est des équipes de vente. Il faut vraiment faire une bonne étude de marché qui prend du temps mais pas tellement d'argent pour s'assurer qu'il y a un product market fit et ensuite on teste. Et on peut tester pour vraiment pas cher. Numéro 2, si vous avez un fondateur, il faut faire du founder dating, du vrai founder dating. Travailler ensemble sur la problématique, sur créer des landing pages, sur écrire la présentation, comprenez quelles sont vos compétences. Que une boîte qui a deux fondateurs, en moyenne, réussit plus qu'une boîte qui a un fondateur. Mais si les Ok. deux fondateurs s'engueulent, ça coule la boîte. Il faut vraiment pas se tromper. Et c'est vraiment comme un mariage. Et donc, il faut du vesting. Si jamais vous séparez, donc il faut que les deux fondateurs aient leurs actions en vesting avec les vestings sur 4 ans, un cliff de 12 mois sur le premier et du vesting mensuel après. Donc, vos actions, vous ne les détenez. Vous n'avez la première tranche des 25% de vos actions qu'au bout de 12 mois. Mais absolument, absolument. Eh ben sinon, vous engueulez, un des deux s'en va, fait rien, il ne peut pas avoir 10, 15, 20, 30% de la boîte, les VC ne vont pas financer ça, et puis c'est injuste. Ouais, c'est la première fois que j'entends ça. Ah ouais, très important que les cofondateurs soient investing euh, pour se protéger en fait l'un l'autre.
Deuxièmement, quand vous levez des fonds, ne levez pas trop d'argent des valeurs trop élevées. C'est une autre chose qui tue les boîtes. Alors c'est rarement le cas en seed et en pré-seed, mais en A ou en B. Si vous levez trop d'argent à une valeur trop élevée et que vous ne grandissez pas dans cette valeur, ça coule la boîte parce qu'il y a des clauses anti-dilution. Il faut faire des down rounds, etc. Et en fait, par ego, en fait, si on a tendance à prendre, surtout en tant que entrepreneur de première fois, et l'investisseur qui donne le plus de fonds, mais vraiment choisir son capital risqueur, c'est comme se marier. C'est quelqu'un qui va être sur notre board, qui va être dans notre camp, et donc il faut vraiment que ce soit quelqu'un qui nous comprenne et avec qui on s'entende bien et qui va être là pour le pire comme pour le meilleur, parce que ça va pas toujours être comme ça. Il ne faut pas suroptimiser la valo, surtout qu'il ne faut pas que la boîte soit pricée pour la perfection. Sinon, ça risque, si on ne grandit pas à la valo qu'on a levée, ça tue les boîtes. C'est littéralement la troisième raison qui tue les plus de boîtes. Maintenant, spécifiquement dans les places de marché, et j'ai quelques recommandations. Parce qu'en fait, sur les places de marché, on a donc ce problème de l'offre et de la poule, avec quoi on commence, l'offre ou la demande. Quasiment tout le monde commence avec l'offre, parce que les vendeurs sont financièrement motivés d'être sur la plateforme, et donc c'est plus simple d'aller les convaincre d'être sur la plateforme. Maintenant, la plus grosse erreur que les fondateurs font, c'est qu'ils ont trop d'offres. Donc, vu que les gens sont financièrement motivés d'y être, donc par exemple, si je voulais créer une place de marché de serrurier, je peux probablement faire appeler 100% des serruriers de Paris, les mettre sur la plateforme et avoir, je sais pas, 3000 serruriers au lancement. Le problème de faire ça, c'est que comme on n'a pas de demande, ils vont oublier que la plateforme existe. Une fois qu'il y aura des demandes, ils vont pas répondre et ça va tourner. Alors, ce qu'il faut faire à la place, c'est dans un code postal spécifique, prendre le meilleur serrurier qu'on a curated, s'assurer qu'il soit actif, faire des pubs pour lui envoyer de la demande. Une fois qu'on représente du genre 25% de son chiffre d'affaires, on en rajoute un autre. Et donc, c'est toujours monter l'offre et la demande en parallèle. On commence par l'offre, on lui amène de la demande et on le monte en parallèle avec une curation très forte pour s'assurer que les gens soient engagés, que la qualité de l'expérience soit bonne, etc. Et la plus grosse erreur, c'est d'avoir une infinité d'offres où il n'y a pas d'acheteurs et donc les vendeurs ne sont pas engagés. Donc si on vend des produits, il faut qu'il y ait à peu près 25% de taux de conversion au minimum de probabilité qu'un objet se vende. Si on offre des services, idéalement, il faut représenter 25% ou plus du chiffre d'affaires des prestataires. Ok, ok, ok. Et, euh, et si on va un peu plus loin dans la démarche pour donner un exemple concret, tu as dit tout à l'heure, d'ailleurs en introduction, que maintenant, enfin, c'est beaucoup plus simple d'entreprendre maintenant qu'il y a 20 ans, et qu'avec 20 000 euros, maintenant, on peut lancer n'importe quelle boîte presque. Si toi, tu devais, le Fabrice Grinda, aujourd'hui repartir de zéro, sans rien, ou avec 20 000 euros peut-être, est-ce que tu as une idée de ce que tu ferais comme projet et comment tu t'y prendrais? Pas facile comme question. Oui, ben, en fait, je crée encore des boîtes en permanence pour le fun. Là de Ah, pour le mon fun, ok. chapeau de capital risque, je suis donc pour créer une boîte de capital risque, c'est être entrepreneur. Je n'ai pas rejoint Sequoia ou Andreessen, j'ai créé ma boîte. Mais au-delà de ça, par exemple, j'ai créé une boîte qui s'appelle Midas.app, une boîte de crypto qui fait qui génère des retours sur les stablecoins. Parce qu'aujourd'hui, si vous avez de l'USDC ou du USDT, vous touchez zéro. Et ces Ok, boîtes-là cool. gagnent beaucoup parce qu'ils achètent des bons du trésor à 4% et gagnent la marge. Donc, j'ai créé des stratégies de monétisation de stablecoins, notamment pour les Européens. Donc, on est une boîte qui est MiFID et MiCA compliant. Et c'est une boîte qui cartonne. On a lancé ça en octobre 2024. On a déjà plus de 300 millions sous gestion et j'ai créé toute pièce. Donc j'ai eu plein d'idées. Et j'ai embauché l'équipe, j'ai créé le produit. C'est moi qui ai fait les Figma et j'étais product manager. J'ai toujours été un product CEO. C'est toujours moi qui écris les user stories, qui ai décidé, ok, dans le sprint, qu'est-ce qu'on met dans le sprint, et qui fait les Figma. Maintenant, c'est plus le cas maintenant. J'ai maintenant un directeur produit, d'ailleurs un Français, qui est basé à San Francisco, qui s'appelle Romain, qui est incroyable, et c'est lui qui m'a, je me suis remplacé. Mais à la base, j'ai eu l'idée, j'ai embauché l'équipe, j'ai monté la boîte, et petit à petit, je suis en train de me remplacer, mais je suis encore super actif, je suis chairman exécutif. Mais si c'est pas indiscret pour cette idée, vu que tu avais déjà de l'argent que tu as gagné par ailleurs, tu as investi combien pour la lancer au début personnellement? Parce que du coup, j'imagine que pour embaucher l'équipe, etc.,
Oui, quelques centaines de milliers, pas beaucoup. Et en fait, j'ai assez rapidement levé 7 millions ou 7,7 millions auprès des meilleurs capitalisateurs. Mais en fait, j'avais pas vraiment besoin des fonds, mais je voulais des VC qui étaient spécialisés dans la crypto et les assets réels, les real world assets, les RWA, qui investissent avec nous pour nous crédibiliser, pour nous aider à gagner différents concours de business développement avec Steakhouse, etc., etc. J'ai levé, mais pas forcément pour des raisons de besoin de fonds. Non, ceci dit, aujourd'hui, ce qui m'intéresse le plus, c'est digitaliser le monde du B2B. Donc, mais aujourd'hui, dans notre vie de consommateur, on a une vie incroyable. Je veux à manger, je commande sur Deliveroo ou Uber Eats. Je veux un Uber, je l'ai en 5 minutes. Je veux aller quelque part, j'ai Airbnb. Je veux commander sur Amazon, j'ai tout entre 1 heure et 2 jours selon si je suis dans quelle ville je suis. Or, dans le monde du B2B, on est encore au Moyen Âge. C'est-à-dire que si je veux acheter de la pétrochimie, il n'y a même pas une liste de ce qui est disponible. Ne parlons même pas de commandes en ligne, connectivité à l'usine pour comprendre les délais de fabrication et les capacités de fabrication, le paiement en ligne, l'assurance, le tracking, le financement. Et ça doit arriver dans toutes les industries, dans tous les verticaux, dans tous les pays. Pareil, digitaliser les PME. Luigi, qui a créé sa pizzeria, il aime cuisiner ses pizzas et parler à ses clients. Or, aujourd'hui, il doit créer un site web, il doit répondre aux questions sur TripAdvisor et Yelp et Google, il doit négocier avec Uber Eats et Deliveroo, il doit avoir un système de POS, il doit gérer son équipe de livraison. C'est tout un travail qu'il ne veut pas faire et ça doit arriver dans tous les verticaux. Le mec qui a son bodega, son dry cleaner, les coiffeurs, quoi, tout ça, je veux digitaliser les PME. Une des autres grosses tendances, c'est déplacer les chaînes de production de valeur de la Chine vers les pays amis, notamment l'Inde. Voilà, j'ai vraiment des centaines d'idées. Aujourd'hui, comme je l'ai dit, je reçois 300 boîtes par semaine et j'en investis dans 3. On reçoit, on reçoit des dizaines de milliers de boîtes pitchées par an et j'investis dans 150 boîtes par an. Donc il y a encore beaucoup, beaucoup. Tout reste à faire. On est encore au jour zéro du développement de l'Internet. Et est-ce que tu réfléchis justement, vu que toi, parce que quand investir dans des boîtes, c'est différent de exécuter tes propres idées, est-ce que tu réfléchis par exemple à lancer un startup studio où là tu mets à disposition un peu ta méthode, mais où tu es un peu plus associé et pas seulement un investisseur pour aider des entrepreneurs, un peu comme un mentor à développer leur projet, quoi. Alors, FG Lab, c'est un studio et une boîte de capital risque. On a créé une dizaine de boîtes depuis que je l'ai créé. Donc, par exemple, une des boîtes qu'on a créées, c'est une place de marché de sac à main qui s'appelle Rebag, qui fait plus de 200 millions de chiffres, qui est profitable, etc. Dont je suis chairman et dont d'ailleurs quelqu'un qui est Charles Gora est PDG. Je me suis rendu compte que c'est beaucoup moins scalable d'être studio parce que mon temps, en fait, il est limité. Je ne peux pas vraiment créer plusieurs boîtes en même temps. Et les gens ont tendance à créer leurs idées et pas les idées qui m'intéressent. Ah oui. On a eu pas mal on les a financés, je les ai aidés. In fine, je n'étais pas super excité par leur idée et beaucoup ont planté. Donc, celles qui ont réussi, c'est celles que j'ai créées moi, en fait, plus que les autres. Et donc, je préfère en faire une à la fois où je crée une idée qui me plaît, comme Midas en ce moment. Voilà, une fois que ça sera venu à terme, je réfléchirai à la prochaine à créer. J'ai déjà trop de travail entre FJ Labs et la boîte que je crée, je vais pas le temps d'en créer une autre. Ah. Juste pour continuer un peu sur, c'est intéressant, les thèmes, on va dire les thèses de projets, d'industrie qui t'intéressent. Tu as parlé des cryptos et tout à l'heure en introduction, réchauffement climatique, etc. On n'a pas trop parlé d'intelligence artificielle. Est-ce que tu es impliqué d'une manière ou d'une autre dans des projets d'intelligence artificielle? Est-ce que parce que c'est vrai qu'il y a eu plusieurs tendances. À un moment, il y a quelques années, c'était beaucoup plus les RWA et les cryptos dont on est parlé. Et maintenant, beaucoup plus l'intelligence artificielle. Toi, tu te positionnes comment par rapport à l'IA? 100% des boîtes dans lesquelles on investit utilisent l'IA. Ouais, comment? 100% des boîtes, quelque part, sont de l'IA. Toutes nos marketplaces utilisent l'IA pour, la façon dont on vendait avant, c'est on prend une photo, on prenait 10 photos, on écrivait un titre, on écrivait une description, on choisissait une catégorie, on choisissait un prix. Aujourd'hui, avec l'IA, on prend une photo, tout est auto-rempli. Avec l'IA, on améliore l'expérience utilisateur et on crée plus de liquidité. Donc, par exemple, je suis
à l'origine du relancement de Vinted, donc mon bras droit de OLX, qui était la personne qui allait résoudre tous mes problèmes dans tous les pays à OLX, et le PDG de OLX. Donc on l'a placé à Vinted. Et Vinted, aujourd'hui, ils auto-traduisent avec l'IA les listings entre les différents pays et Ok. ils auto-traduisent les conversations entre les utilisateurs. Donc, vous avez peut-être l'impression de parler à quelqu'un, un Français. La chemise, elle vient de Pologne, ou de Lituanie ou d'Allemagne. Et c'est tout automatisé. Donc l'IA est absolument partie intégrante de toutes les places de marché que l'on crée. On utilise l'IA pour améliorer le service clientèle, on utilise l'IA pour améliorer la productivité des programmeurs. Il y a, disons, deux types de boîtes d'IA. Il y a les boîtes comme celles dans lesquelles j'investis qui utilisent l'IA pour améliorer leurs applications, donc c'est des applicatifs. Et il y a les modèles fondamentaux à la Mistral, Anthropic, GPT. GPT ou même Midjourney, Runway. Ça, j'investis pas. J'investis pas parce qu'en fait, je pense qu'OpenAI va gagner et que il y a pas assez de barrières à l'entrée. Les valos sont trop élevés. C'est trop inefficace en capital. Il n'y a pas beaucoup de barrières à l'entrée. Je pense que la plupart vont se planter et que, et que OpenAI va gagner. Donc, je, je préfère utiliser l'IA euh, pour rendre mes boîtes plus intéressantes, plus profitables, etc. Donc, la seule exception, c'est que nous, quand un fondateur a réussi pour nous par le passé, quelle que soit la chose qu'il fasse après, on le back. Donc j'ai un fondateur qui a créé une boîte, une place de marché de programmeurs qui s'appelait Vadray. C'est monté à 100 millions de chiffres, on l'a vendu à 100 millions à Adecco, on a gagné, je sais pas, 8 fois la mise en 18 mois. Après, il a dit, je vais créer des taxis électriques. Donc j'ai dit, pas de problème, j'ai même pas pris un appel, je lui ai envoyé le chèque. Il a mis la boîte en bourse, ça s'appelle Archer, ça vaut, je sais pas, 7-8 milliards, on a sa Et carte. ça marche? C'est des Et oui, drones? ça marche. C'est basé, voilà, c'est un peu une technologie de drone, mais pour des passagers. Et, Ok. avec, et après, il a décidé de faire des robots humanoïdes. Donc maintenant, il a créé une boîte qui s'appelle Figure. Donc pareil, je lui ai renvoyé le chèque. Et il a une lettre d'intention pour 100 000 robots. Il me semble qu'il les loue 100 000 par an, donc c'est 10 milliards de commandes. Et il est en test. Il est déjà intégré à BMW dans la chaîne de fabrication en Caroline du Sud. La compagnie s'appelle Figure AI et forcément, les robots humanoïdes, c'est principalement du AI. Il faut les AI qui comprennent comment est le monde, là, avec quelle pression on peut appuyer sur le verre, comment le porter, comment gérer la main, etc. Donc on en a, parce que à ce jour, sur les 1200 boîtes, donc c'est 2000 fondateurs, on a eu 355 sorties, ça fait allez, 700 fondateurs à une vache près, dont la moitié ont réussi pour nous. On a un taux de La réussite de moitié. 45%. Ouais, on est très très fort. Mais qui font la moitié, un multiple, pas, même pas juste rembourse. Ah ouais. Et en général, on dit plus ouais, une sur 10 Oui, ou deux. oui, oui. Enfin, La plupart des gens sont à 7%. Oui, mais comme on fait attention à la valeur d'entrée et on fait attention au modèle économique, donc on veut que les unités économiques soient bons, on a des taux de réussite plus élevés que le marché, beaucoup plus élevés. On a un TRI en fait de 30% par an depuis 27 ans en tant qu'investisseur. Réalisé, hein, attention, pas en Monopoly Money, pas sur la valeur du dernier tour, sur les sorties qu'on a eues, donc cash on cash. Et donc allez, on a 300 fondateurs. Mais au-delà de ça, une grande partie des fondateurs, ils reviennent, ils nous envoient leurs amis, ils nous envoient leurs employés. Mais ceux qu'on back de manière inconditionnelle, ceux qui ont déjà réussi pour nous, et qui ont vraiment, avec lesquels on a aimé travailler. Donc c'est quelques centaines de fondateurs. S'ils choisissent de revenir une deuxième fois, une troisième fois, on les back. Voilà, on prend même pas l'appel, on leur envoie le chèque. et est-ce que justement, c'est pas tout. Tu t'es pas fixé une règle de tout le temps envoyer le même chèque? Oui, quasiment. Les chèques sont définis par stage. En moyenne, on écrit des chèques de 300K, mais c'est 150K voilà, en C, 300K en A et 600K en B. Ok, hyper intéressant. On va parler un peu plus comment ton quotidien, etc. Et aussi, bah, j'ai vu, je crois, quelque chose d'intéressant, et tu l'as dit un peu tout à l'heure. Quand tu as eu ton échec, ou quand, non, quand tu as touché ta première sortie, il me semble, j'ai cru voir que tu as vendu tous tes objets et tu as décidé un peu de devenir minimaliste avec le moins de matériel possible, si je me trompe pas. Est-ce que c'était quoi euh, Non, alors c'était pas la première sortie, c'était la seconde sortie. En fait, la première sortie, donc j'ai 29 ans,
Je viens de gagner 43,5 millions de dollars, mais bon, après impôt, disons 26,5, parce que l'oncle Sam avait besoin de, de son tiers. Et en fait, j'ai littéralement rien changé à ma vie. J'habitais encore dans un studio, je me suis acheté une télé, une Xbox, et j'ai changé ma raquette de tennis. Et c'est à peu près tout. Parce que je travaillais jour et nuit. En fait, à l'époque, comme la boîte elle était comme ça, on est passé de 50 employés à 100, à 150, à 200, à 250. Ça a littéralement rien changé. Le jour le plus marquant professionnellement de ma vie, pas le jour où j'ai vendu et j'ai gagné des sous pour la première fois, c'est le jour en fait on est devenu profitable. C'est le 15 août 2003 parce que je savais qu'à partir de ce moment-là, on est devenu les maîtres de notre destinée. J'ai pu rembourser les dettes de carte de crédit que j'avais, j'ai pu payer les employés que j'avais pas payés depuis 4 mois et demi. J'ai pu. Oui, oui, et d'ailleurs, quand on arrête de payer les employés, ils arrêtent de venir au travail. Donc, j'ai passé de 27 à 7, quoi. Ça a été un moment très, très, très chaud. Mais non, le moment le plus marquant, c'était dans ma deuxième startup, le jour où on est devenu profitable. Quand j'ai vendu en juin 2004, en fait, ça cartonnait tellement, j'étais trop occupé à, à monter la boîte pour changer quoi que ce soit dans ma vie. Et en fait, ce que ça m'a vraiment apporté, c'est de la liberté de pouvoir derrière créer la boîte que je voulais. Donc la boîte d'après, qui était OLX, donc le bon coin du reste du monde, j'ai pas fait bien sûr de pré-seed et de seed. C'est moi qui ai mis les premiers 500 000, j'ai embauché l'équipe, j'ai créé le site parce que ça c'est la partie la plus dilutive. Ça m'a donné la liberté en fait de le moyen de mes ambitions et pas avoir besoin à lever pour faire ce que je voulais faire au début. D'un moment où c'était déjà moins cher que dans la fin des années 90, mais quand même plus cher que ça n'est aujourd'hui de créer une boîte. Mais ce faisant, j'ai pris le temps, j'ai changé d'appartement, j'ai pris une maison de campagne, etc. Et quand j'ai vendu ma deuxième boîte, voilà, pour des centaines de millions de dollars, et là, on est en 2013, et je me suis rendu compte qu'en fait, que la qualité des relations interpersonnelles avait baissé. C'est-à-dire que quand je suis à l'université de Princeton ou même à McKinsey, avec mes amis, on passe le temps à refaire le monde et on se voit tous les jours. Or, quand les gens vieillissent, entre leurs obligations personnelles, professionnelles, on commence à se voir une fois toutes les 6 semaines. Et donc, quand je les revois, ça devient une sorte de catch-up biographique. Ah oui, depuis la dernière fois que je t'ai vu, mon mari ceci, mes enfants cela, le bureau cela. Mais c'est pas, c'est bien, mais c'est pas la même profondeur et teneur que ce qu'on avait quand on avait voilà 20 ans et qu'on refaisait le monde. Donc je me suis dit, je suis en position privilégiée où je peux me permettre de réfléchir de premiers principes. Parce qu'en fait, si j'ai un appartement, j'y habite. Si j'ai un boulot, j'y vais. Donc maintenant que j'ai rien, quoi, je peux me mettre en position de rien avoir. Je peux me dire, si je donne tout ce que j'ai à la charité, voiture, maison, il me reste plus rien, à part mes biens financiers, euh, je peux partir du premier principe, me dire, OK, aujourd'hui, où est-ce que je veux être, avec qui est-ce que je veux interagir, et qu'est-ce que j'ai envie de faire. Et les gens ne se remettent pas en question. Et donc je me dis, OK, je vais commencer par aller habiter sur le canapé de mes amis. euh, pour voir si je peux renouer d'amitié avec eux et passer plus de temps avec eux. Alors ça a été un échec retentissant parce qu'en fait, ce qui est dans la vie des gens quand eux n'ont pas le temps, et surtout que moi j'ai une énergie relativement infinie, et donc ma vision c'est que voilà, ils allaient revenir du bureau, on allait jouer au tennis pendant quelques heures, on allait refaire le monde, bon, et en fait ils sont fatigués, ils ont les enfants, et là, donc au bout de 3-4 jours ils étaient exténués de m'avoir, et donc ça n'a pas été une bonne solution. Mais ça a commencé à me permettre d'itérer sur les modes de vie idéal. Est-ce que je passe une semaine par ville? Est-ce que je passe 2 semaines, un mois, 2 mois? Et j'ai itéré. Où est-ce que je veux être? Comment est-ce que je construis la vie idéale pour moi, pour me renouer d'amitié de mes amis, de me rapprocher de ma famille? C'est-à-dire que quand je grandissais, ma grand-mère, qui était un peu la matriarche de la famille, faisait ses dîners pour le réveillon de Noël, par exemple, où toute ma famille y était. Mes oncles, mes cousins, mes tantes, mes parents. On était des dizaines et c'était en fait la brique familiale. En fait, la famille s'est un peu éparpillée une fois que ma grand-mère est décédée en 2001 et donc je me suis dit peut-être qu'il y a moyen de recréer ça. Et encore une fois, où, comment, etc. Et après beaucoup, beaucoup, beaucoup d'itérations, parce qu'au début, moi, quand j'invitais les gens, j'ai dit, allez, on va jamais je m'aurais traversé l'esprit d'aller en vacances dans les périodes de vacances traditionnelles. C'est cher, c'est plein, il y a des retards, donc jamais j'irai en vacances à Noël ou en vacances d'été. Je vais en vacances à Fiji en janvier. Mais forcément, les gens qui ont des enfants, ça marchait pas.
Donc, à force de beaucoup d'itérations, je me suis rendu compte que ce qui était idéal, c'était d'avoir une vie répartie entre trois localisations géographiques différentes, où Ok. New York demeure en fait le centre du monde et le centre d'activités en fait professionnelles, artistiques, sociales, intellectuelles, incroyables. Mais New York est particulièrement plaisant en septembre, en octobre et en avril, mai et juin. Et on n'a pas vraiment envie d'y être juillet, août où il fait 40 degrés à l'ombre avec 100% d'humidité où personne n'y est, ou novembre à mars où il fait -20, il neige. Et aussi, une fois qu'on est dans une ville comme New York, où c'est hyper actif. En fait, chacune des interactions sociales est en fait semi-professionnelle. Et donc, c'est always on, all the time. C'est du 24/7. Et au bout de 2 mois à New York, à travailler jour et nuit, je suis exténué et je prends pas de recul. En fait, quand on est en train d'agir, on n'a pas de réflexion personnelle. Donc, j'ai décidé de coupler ma vie new-yorkaise dans les périodes donc, de printemps et d'automne avec d'abord une destination de plage. Alors, j'ai d'abord choisi la République dominicaine, grave erreur, pour plein de raisons. Et avant de finir aux îles de Turks and Caicos, aux Turcs et Caïques, dans les Caraïbes, qui sont des plages les plus magnifiques du monde, qui sont sur la même plage horaire que New York, où en fait je travaille la journée, parce que ma vie c'est des appels Zoom, mais comme il y a personne, le soir il y a rien à faire, je médite, j'écris, je réfléchis, je joue au tennis, je joue au paddle, je fais du kite, je fais du wing foil, et ça me permet d'avoir une forte cet équilibre de vie où je peux être me prendre, m'occuper de moi, euh, et physiquement et intellectuellement. Et je suis en novembre et en mars à Turks and Caicos. Et je le couple en fait avec la montagne, où j'aime être en janvier-février au Canada, Colombie-Britannique, où je fais du backcountry skiing, en hélico, de la peau de phoque. Et j'y vais aussi en août, où je fais du camping, du hiking, de la marche et de la vie en montagne. Et encore une fois, je travaille la semaine. Donc je fais par exemple, je travaille de lundi à jeudi ou lundi à vendredi, selon l'été, j'essaie de prendre les vendredis off, et je fais du ski vendredi, samedi, dimanche. Et pareil, c'est un endroit où j'ai mis un cours de paddle couvert, donc je peux jouer au paddle 1 ou 2 heures par jour, je fais de la muscu 3 par semaine, et donc ça me fait l'équilibre de vie entre montagne, plage et ville, plus, comme je suis de Nice, où je suis en ce moment, en juillet chaque année, je viens voir ma famille à Nice une semaine, à Saint-Tropez une semaine. Ma mère habite Saint-Tropez, mon père et mon oncle habitent Nice. Et ensuite, je vais à Burning Man en la dernière semaine d'août chaque année. Et je rajoute à ça une aventure hors grid, complètement déconnectée du monde, 1 ou 2 semaines par an, parce qu'en fait, on a un monde tellement hyper connecté que d'être complètement off-grid, c'est un réel privilège, mais une aventure qui est physiquement intense. Donc, j'ai traversé le Costa Rica d'est en ouest avec rien d'autre que mon vélo, mon sac à dos, ma tente, mon sac de couchage, mon système de filtration d'eau et de quoi commencer un feu. J'ai fait la migration des animaux avec les Maasai Warriors en Tanzanie. J'ai marché jusqu'au pôle sud, donc en tirant mon traîneau de 50 kilos sous -30 à 3000 mètres d'altitude pendant plusieurs semaines. Oui, bien sûr, je marchais 8 heures par jour, je créais le camp, je fondais la neige pour réhydrater ma nourriture. Voilà, donc chaque année, je vais en une aventure off-grid comme ça, exceptionnelle. Et en fait, ça me permet de me déconnecter, faire preuve d'une extrême gratitude. Parce que je reviens d'une expérience comme ça, et c'est incroyable. On se rend compte à quel point on est privilégié. J'ai une douche avec de l'eau chaude. Les toilettes, c'est un miracle. Pendant 2 semaines en Antarctique, il fallait que je fasse mes besoins sous -50 avec le windshield dans un sac en plastique. Et balader ça pendant 2 semaines, parce qu'on ne peut rien laisser derrière. Et donc, tout d'un coup, un toilette et une douche d'eau chaude. Et j'ai mangé une pizza dans un boui-boui au fin fond du Chili. J'ai l'impression que c'était la meilleure nourriture que j'ai jamais mangée. Et j'étais dans un hôtel, un hostel où il y avait des cafards et tout qui tombait. Et la douche chaude, je pense, c'est la meilleure douche que j'ai prise de ma vie. Donc en fait, ça nous permet de nous rendre compte à quel point on est privilégié. Tu fais ça tout seul ou avec ces aventures off-grid? Alors Ou avec maintenant, j'ai un fils de 4 ans et une fille de 1 an. Je les prends partout avec moi, sauf dans ces aventures-là qui sont trop extrêmes.
Je le fais soit avec des. Maintenant, avant, je faisais seul. Maintenant, je le fais avec un guide, parce qu'on ne sait jamais. Il faut des systèmes d'extraction. Mais par contre, c'est pas un Sherpa. Donc, par exemple, en Antarctique, c'était une expérience, une expédition scientifique où j'étais un des sponsors d'expédition et j'ai pu participer. On était 13, il y avait 3 guides et d'autres personnes qui faisaient partie du test scientifique sur voilà, quelle est la nutrition, comment on s'habitue à ces environnements, euh, comment on réagit intellectuellement et physiquement. En fait, c'était sponsorisé par les forces spéciales anglaises, mais ils avaient besoin Ah ouais, d'argent en plus trop bien. pour le faire. En fait, ils avaient fait ils avaient une de leurs équipes qui avait marché du pôle, de la côte au pôle. Donc, c'est des gens qui ont, je sais pas, 25 ans, qui sont en forme physique incroyable, et il y en a la moitié qui n'ont pas réussi. Et donc, ils essayaient de déterminer, est-ce qu'il y avait moyen de déterminer les gens qui allaient y arriver. Donc, ils avaient besoin de sponsors. Donc, j'ai sponsorisé l'expédition. En échange, ils m'ont amené. Mais Et donc, on a été 13, dont 3 guides qui se reliaient tour de tour pour nous amener au bon endroit. Mais c'est moi qui tirais mon propre traîneau de 50 kilos, qui faisait ma tente, qui faisait le fond de la neige, qui réhydratait la nourriture, etc. Donc, j'y vais avec des guides, mais pas avec des Sherpas. trop bien. Mais la prochaine fois, il faudra qu'on fasse ça ensemble, hein. Moi, c'est exactement ce que je raconte dans mon livre, Financer ses rêves d'aventure, où j'essaye de faire exactement la même chose. Mais ça m'amène à une question. C'est comment toi tu fais pour t'organiser et déléguer pour pas justement ne pas avoir à répondre au téléphone ou à des rendez-vous pendant que tu t'absentes 1 ou 2 semaines par an complètement off. Ou bon, déjà cette question sur ce temps-là spécifiquement, mais ensuite plus généralement après le reste de l'année, comment tu t'organises au quotidien, ta productivité, etc. Ah, je pense que c'est une de mes superpowers et en fait une des raisons pour laquelle je suis très content d'avoir réussi parce que ça me permet de outsourcer tout ce que je n'aime pas faire et de me concentrer sur ce que j'aime faire. Je lis pas un contrat légal. Aujourd'hui, on reçoit 300 deals par semaine, je parle à 5. Donc, ils ont été filtrés. Donc, il y a les 5 meilleurs qui viennent vers moi. Dans la façon j'ai, donc j'ai, la façon dont j'organise ma vie, j'ai 2 assistantes virtuelles aux Philippines. Donc, c'est 1 500 $ par mois qui gèrent en fait tout mon agenda. Et elles Les deux. couvrent, elles travaillent à mes heures et elles couvrent 7 jours sur 7. C'est pour ça que j'en ai 2. Où elles organisent le calendrier, elles payent les factures. Si je vais quelque part, elles savent que j'aime le tennis par exemple, elles vont me dire ok, voici le Airbnb où tu habites, voici les clubs autour, j'ai déjà pris j'ai déjà réservé, j'ai trouvé des joueurs qui jouent à ton niveau, voilà, à Ah 15 ans, j'en ouais, ai trouvé deux trop bien. trois, j'ai déjà organisé, voici tous tes amis sur la région, j'ai déjà organisé les dîners, donc c'est tout pré-organisé. Et on peut outsourcer beaucoup plus qu'on l'imagine. J'ai un butler, un estate manager, si vous voulez, le Alfred de Batman. Euh, pour ma vie offline. Il cuisine, il gère la vie au jour le jour, il récupère le courrier. Donc, toute cette partie-là outsourcée. Donc, toute ma vie, tout ce que j'aime pas faire, alors, il y a des gens qui aiment cuisiner, moi, j'aime pas cuisiner. Comme ça, comme ça, c'est connecté. Il peut faire attention à ma nutrition, que je mange exactement le bon nombre de calories avec les bons nutriments à tout moment. Donc, j'ai outsourcé en ligne. Et en fait, en ligne, par exemple, chaque année, je crée album photo pour ma famille de l'année d'avant. J'ai trouvé une fille au Bangladesh qui m'aide je suis sur Upwork. Je suis le créateur, le creative designer, mais c'est elle qui fait l'exécution. Pareil, je crée une vidéo de mon résumé de l'année. J'ai trouvé quelqu'un en Russie qui le fait, que je paye sur Upwork, quoi. Mais et Ah donc, oui, c'est aller aux très Philippines, la international à nouvelle. chaque fois. Et donc, je outsource quasiment tout ce que je peux dans la vie. Et la raison pour laquelle j'ai un fonds de capital risque, alors que je pourrais en fait juste investir en tant qu'ange, c'est justement, ça me permet d'avoir des gens qui fitent les deals entrants. Je ne lis pas les contrats légaux. Ce que j'aime faire, c'est parler aux entrepreneurs pour voir si je vais les investir dans leur boîte, parler aux entrepreneurs dans lesquels j'investis pour les aider, et parler à d'autres VC, et puis écrire mes blogs, réfléchir à l'avenir, etc. Donc je structure ma vie pour uniquement faire des choses que j'aime faire. Maintenant, oui, Juste une petite parenthèse par rapport à ça. Bon, tu as dit par exemple le coût de tes assistantes virtuelles aux Philippines, mais est-ce que tu penses encore une fois que quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'argent ou qui gagne un salaire classique, on va dire, il pourrait se permettre d'outsourcer autant? Euh, oui. La fille qui fait mon album photo au Bangladesh, elle est payée 1 $ par heure. Dans le virtuel, elles sont à plein temps, à 1 500 $ par mois, et on peut les prendre à quart temps, à mi-temps, etc.
Et là, je le passe par une agence. Si on ne passe pas par une agence, c'est quelques dollars par heure. Tout le monde peut se le permettre. Et on peut outsourcer au bien plus qu'on imagine. C'est juste les gens, ils sont pas confortables de perdre le contrôle. Donc moi, je leur donne, elles ont ma carte de crédit, elles payent toutes mes factures. Je paye zéro facture. Parce que en fait, chaque mois, j'ai juste à vérifier que sur la carte de crédit, il n'y a pas de charge. Donc j'ai un contrôle par mois qui est pas très compliqué pour se faire. Donc on peut outsourcer pour de manière peu onéreuse, beaucoup plus qu'on l'imagine. Plus là, j'utilise GPT pour tout. Et financière, c'est une sorte de conseiller incroyable. Donc j'ai un GPT Premium, je sais pas, à 20 dollars par mois, et je m'en sers des heures par jour pour m'aider dans mes réflexions et les analyses. Moi, la difficulté que j'ai, et c'est peut-être d'autres cas d'autres personnes qui écoutent le podcast, c'est quand tu outsources, de réussir à bien expliquer les choses et à faire des bons briefs pour que ça soit clair, etc., les instructions, et que tu perds pas du temps en fait à tout expliquer, quoi. Toi, comment tu fais ça? Donc par exemple sur Upwork, quand j'ai cherché des assistantes virtuelles, j'ai pris les 20 qui me trouvaient, les 10 qui trouvaient les meilleurs, et je les ai embauchés les 10. Je les ai même pas interviewés. Je leur ai même pas parlé. Et je leur ai donné des tâches, et j'ai vu comment ça s'est passé, celle qui marchait le mieux. Et Ok. maintenant, on travaille ensemble depuis 10 ans. Donc en fait, j'embauche 5 fois, je surembauche au début pour garder la personne avec qui je travaille le mieux. Et Hmm. souvent, c'est eux qui m'entraînent sur comment les utiliser de manière et comment interagir avec eux. Donc si on embauche les meilleurs, c'est eux qui nous expliquent comment être plus productif. C'est eux qui me disent, voici ce que je peux faire pour toi que tu n'as même pas imaginé qu'ils puissent faire pour toi. Ah, c'est vrai que Et la donc je méthode. outsource au maximum, je vais plus que là. Je suis aucune nouvelle. Je ne lis pas les journaux. Je ne Ah suis oui. pas la politique, je ne regarde pas les nouvelles, c'est une sorte de virus négatif pour le cerveau. C'est toujours négatif, c'est extrêmement répétitif, c'est extrêmement spéculatif, c'est une sorte de entertainment négatif. Hmm. Ça capture l'attention des gens pour rien. Toutes ces heures que les gens allouent à politique, nouvelles, ce qui se passe je sais pas, en Israël, en Ukraine, en Russie, je regarde même pas, j'y pense même pas. C'est zéro. Euh, Jouer aux jeux vidéo, jouer avec mes enfants, faire du tennis, lire des livres. Alors pour le coup, je lis 50 à 100 livres par an. Euh, Et là, tu les lis vraiment, tu fais pas en des. fiction, principalement Ah oui, science-fiction, fantasy, pas de des la livres. vulgarisation. Je veux bien lire des biographies, mais des livres supposément productifs, pareil, je trouve extrêmement inintéressant. Et alors, par exemple, sur mon téléphone, il est toujours en Do Not Disturb. Il ne sonne pas, il ne vibre pas, il n'y a aucune notification. Il faut monotacher. Le clé de la productivité, c'est faire une chose. Donc, quand je suis présent avec quelqu'un, je ne suis jamais distrait. Même une petite vibration de son téléphone, ça attire l'attention. Oh, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça peut être? Et en fait, ça nous enlève du présent. Pour profiter de la vie au maximum, il faut être présent. Il faut faire don de sa présence et de sa conscience et de vraiment vivre pleinement. Et on remarque beaucoup plus de choses quand on est présent et qu'on n'est pas en train de multitâcher. Donc le multitâche, c'est l'antithèse de la productivité. Il faut être présent et faire une chose et une chose à la fois et la faire bien. Et si on n'aime pas cette chose-là, il faut pas la faire, il faut l'outsourcer et faire autre chose et faire les choses qu'on aime faire. Et donc, toi, quand même, ouais, quand tu produis des choses, dans ce que tu m'as dit, ton blog, etc., tu coupes les notifications et tu t'y mets à 100%, quoi. Oui, tout à fait. Et quand je veux écrire, j'écris. Et j'écris. C'est pas GPT qui écrit, j'ai pas outsourcé. Par contre, j'adore écrire. Donc, j'ai pas mon blog, c'est moi qui l'écris. C'est moi qui le fais. Par contre, une fois qu'il est écrit, c'est mon assistante virtuelle qui le met en page sur WordPress. Je m'assure qu'il soit bien mis en page et puis je fais moi publish. Mais c'est elle qui le met en page. La transcription des vidéos, c'est elle qui fait la transcription. Je les relis même pas. Si elle entend, elle comprend pas une partie, elle me le demande. Je corrige les trois quatre endroits qu'elle n'a pas compris en transcription. Et ça suffit. La traduction, elle est faite automatiquement par l'IA. Voilà, donc j'ai alloué très peu de temps, à part écrire de quoi on a parlé, le résumé, le titre, etc. Ah oui, c'est pas si atypique que ça, mais oui, non, les psychédéliques euh, sont magiques. Et c'est sous-estimé parce qu'en fait, les gens disent ah les drogues c'est mauvais, mais en fait ils comprennent pas qu'il y a de la subtilité et de la nuance dans la chose où l'alcool c'est une drogue extraordinairement nocive. Littéralement c'est un poison. L'alcool, ouais, ouais. L'alcool, oui, oui, T'en bois et le de tabac l'alcool? et franchement le sucre. Or il y a deux substances spécifiquement qui font de la neurogenèse, qui sont ni addictifs ni toxiques, que je trouve magiques, qui sont le psilocybin, donc les champignons magiques, et le LSD, acid si vous voulez.
qui relâche du DMT et on a des visions incroyables où on a l'impression de communer avec le divin. Et donc chaque année, quelques fois par an, par exemple là, je vais à Burning Man, je fais du LSD et c'est magique et magnifique et beau on se rend compte à quel point on est tous connectés les uns aux autres et voilà, ça permet de faire preuve de gratitude incroyable. Et dans le même ordre, l'ayahuasca, alors l'ayahuasca c'est moins plaisant pour la plupart des gens, permet voilà, de comprendre le sens de sa vie. C'est l'équivalent de peut-être de 10 ans de thérapie en une nuit. Dans mon cas, comme j'étais heureux et à un bon endroit, je ne l'ai pas fait pour ça, j'ai fait par curiosité intellectuelle. Quelle est la nature de la réalité? Qu'est-ce qu'on peut comprendre d'autre à comment fonctionne voilà, l'espace-temps et la simulation dans laquelle on vit? Ok, non, hyper Et donc l'ayahuasca, dans mon cas, ça a été utile. Alors les messages que j'ai reçus, c'est tu vis ta meilleure vie, tu vis la vie de ton purpose, t'as rien à changer. Mais si c'est ma grand-mère qui était décédée depuis 20 ans qui est venue me voir, elle m'a dit, mais si je peux me permettre, je te recommande de faire alors deux choses. Un, c'est d'avoir des enfants. Tu as été Hmm. contre l'idée d'avoir des enfants parce que tous tes amis qui ont des enfants, ils arrêtent de vivre. En fait, tu as l'impression qu'ils ont substitué leur vie à être parents, ils deviennent parents. C'est même plus le couple ou l'individu, ils sont des parents. Et à chaque fois que tu les vois, ils se plaignent que leur vie a changé pour le pire, qu'ils ont plus de temps, qu'ils dorment mal, et tu ne les vois plus jamais, ils sont devenus des parents. Donc tu as l'impression que les coûts sont très élevés. C'est ma grand-mère qui me dit ça, comme j'ai dit, qui avait décédé 25 ans auparavant. Elle me dit, euh, les coûts peuvent être plus faibles que tu n'imagines. Parce que plutôt que de substituer ta vie ça peut être un complément. Tu peux faire du ski en hélico et les amener avec toi, faire du hiking et du camping, les amener avec toi. Euh, donc tu vis déjà une vie non traditionnelle, distribuée entre quatre géographies. Tu peux, avec de l'aide bien entendu, en faire de même et utiliser et avoir tes enfants en complément de vie. Donc, les coûts en temps et en qualité de vie sont plus faibles que tu l'imagines. Et deux, les gains et les bénéfices sont plus grands. Ta vie, tu penses qu'elle est parfaite, mais toi, Fabrice, tu aimes parler, tu aimes être professeur. Aujourd'hui, tu es professeur à Columbia, etc. Très bien, mais être professeur à tes propres enfants où tu te reconnais entre eux et tu vois, les vois grandir, tu vas trouver ça incroyable. Et au-delà de ça, tu es un grand gamin, tu aimes te rouler dans la boue avec ton chien, tu sais, les voitures télécommandées, le faire avec tes enfants, ça va te permettre d'être encore plus un gamin. Donc, les gens se prennent trop au sérieux. Je me prends pas au sérieux, donc ça, c'est ce problème jamais je l'ai eu. Mais ça va te permettre de double down sur l'idée d'être un gamin. Et donc, j'ai terminé cette cérémonie et j'ai décidé d'avoir des enfants. Donc, elle a, elle s'appelait Mamie Françoise. Et elle m'a dit, il faut que j'ai un garçon et une fille parce que la relation entre le père et ses enfants et un garçon et une fille, c'est différent. Et les deux sont très intéressantes et méritent d'être faites. Et en hommage en fait qu'elle s'appelle Mamie Françoise, elle s'appelle François. Elle m'a dit d'ailleurs de commencer avec un garçon, d'avoir une fille après. Donc j'ai fini ça. Et voilà, il a fallu trouver egg donor. Alors, je voulais un high IQ. On les fait aux États-Unis, c'est génial parce qu'on peut faire tester les embryons pour éliminer les prédispositions, cancer, Alzheimer, Parkinson, etc. On peut choisir le sexe. J'ai choisi garçon en premier, Ah oui? fille en second. Là, je suis en train d'embaucher je sais pas comment ça se dit en français, mais un surrogate, une mère porteuse, voilà pour le prochain. J'en ai eu, en fait, j'en ai 8, donc il m'en reste un paquet au frigo. Et donc j'ai François, Amélie, et là, j'essaye de fabriquer Antoine. Là, je suis en début je pense avoir trouvé la personne qui m'a apporté. Et voilà, l'idée, ça serait que Antoine, si tout se passe bien, naisse l'été prochain. J'ai une compagne de vie en relation relativement atypique, mais qui était déjà trop âgée et n'avait pas des ovules ou congelés. D'accord. On a d'abord essayé ensemble, hein. On a fait de la FIV, on a Ah essayé oui, ok. naturellement, ça n'a pas marché, on a fait de la FIV, ça n'a pas marché, et donc ça a nécessité tout cela. Et elle a porté les deux premiers, mais elle a failli mourir la dernière fois. Euh, donc, elle a 47 ans, donc prochain, on prend une mère porteuse. Ah Mais d'accord. c'est elle qui a porté les deux premiers, mais c'était pas ses ovules à elle. Ok, je comprends. Hyper intéressant. Non, je pense qu'on a fait pas mal. Juste, toi du coup, une des questions un peu qu'on me pose à la fin. Enfin, déjà, tu as dit ton pur. Bah, cette cérémonie ayahuasca, ton pur pose, toi, c'est quoi? Si j'ai compris, c'est impacter le monde positivement, mais est-ce que tu as plus poussé À la sur cause, oui, oui, tout à fait. J'ai non, toujours ton voulu. pur pose, ton pur pose.
ton but A dans la vie. purpose! Ah ouais, c'est mon accent. Mon accent, il est pourri. Oui, 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 tout à fait. Ma motivation, c'est de laisser le monde derrière moi le mieux que je l'ai trouvé. Et il y a beaucoup de façons de le faire, que ce soit en... Maintenant, de par ma nouvelle structure, je réunis ma famille. Donc, 2 fois par an, ils viennent à Noël, au Nouvel An, à Turks and Caicos. Et pareil, j'envoie à l'avion les chercher, je paye pour tout le monde. On est 50. Je les invite à mon anniversaire aussi. Donc, je réunis la famille. Et c'est la famille au sens large. C'est la famille que je choisis et la famille que j'ai. Donc, c'est un grand, grand groupe d'amis dans le Green Damers. Que j'essaye d'impacter positivement, j'essaye d'avoir un impact positif sur les gens autour de moi et en fait de financer des idées et des projets qui utilisent l'impact déflationniste de la technologie pour rendre le monde meilleur. Et je donne des exemples concrets. Aujourd'hui sur OLX, on a 50 millions de personnes qui vivent du site. On fait partie de la couche de la fabrique sociétale d'une trentaine de pays, où Ah c'est ouais. l'endroit où les gens achètent des emplois, trouvent leur voiture, etc. Et il y a plein de choses que je finance qui aident dans ce sens-là. Donc aux États-Unis, par exemple, un immigrant qui arrive euh, n'a pas d'historique de crédit. Donc, quand il veut louer un appartement, on lui demande de mettre un employé de côté, mais il ne peut pas se le permettre. Donc, on a des alternatives qui disent ah oui, mais vous avez fait Harvard, vous avez ce job-là, donc on va le financer pour vous. Ou j'ai financé une néobanque pour les immigrants mexicains qui peuvent, parce qu'aujourd'hui un Mexicain qui arrive aux États-Unis, il n'arrive pas à ouvrir un compte en banque. Avec Commune, qui est la néobanque, avec son permis de conduire mexicain, pouf, on lui ouvre en 2 minutes un compte en banque sur les néobanques, quoi, l'équivalent d'un N26 pour hispanique aux États-Unis. Il y a tout plein de choses qu'on puisse faire pour améliorer. Donc j'investis dans des marketplaces pour euh, augmenter ou augmenter l'efficacité thermique des maisons et des appartements aux États-Unis, ou les marketplaces qui permettent de mettre les batteries des voitures Tesla sur le grid pour ajouter une couche de batterie distribuée pour que maintenant, quand on a du solaire, on puisse le charger dans les voitures et quand c'est la nuit, on peut le sortir du grid, quoi. Et donc gérer l'intégration en fait, du solaire et de l'éolien sur le grid mieux sans avoir à dépenser des milliards, quoi. Donc je fais tout plein de choses comme ça pour essayer de résoudre les problèmes et je suis convaincu qu'on va d'ailleurs résoudre tous les problèmes de la société au XXIe siècle. Au 21e siècle. Ah oui, t'es très optimiste. Absolument. Ah oui, oui, dans les 30 ans, on a résolu le problème du réchauffement climatique. On n'a pas le temps d'en parler en détail, mais j'ai Non, écrit non, un blog post qui s'appelle Climate Optimism, où j'explique pourquoi, en fait, les choses sont en train d'aller dans le bon sens très rapidement. ok, bon bah je mettrai le lien, tu m'enverras le lien, je mettrai dans le de ton blog. Ton Voilà, blog, je suis déjà allé, mais le lien de l'article, quoi. voilà. Ok, hyper intéressant. Et juste l'éducation, parce que tu as dit que tu étais professeur, c'est une des dernières. Ah non, j'avais deux questions à la fin. J'ai donné des cours à Princeton, à Harvard, à Stanford sur l'entrepreneuriat. Je le fais plus en ce moment parce que ça prend trop de temps et je voyage trop. Et en fait, je préfère faire mon podcast. C'est pas un podcast traditionnel où j'ai des invités et je les interview. C'est plutôt tout ce que je- j'aurais voulu savoir quand j'ai créé ma première boîte que je sais maintenant. Comment écrire un deck, comment choisir une idée, comment valider l'idée, comment lever des fonds. C'est plutôt ce genre de sujet. Et donc, je préfère faire ça. Je ne suis plus aujourd'hui professeur, je donne plus des cours aux différentes business schools aux États-Unis. Non, alors polymath et travailler sur plusieurs projets en même temps, c'est pas la même chose. Polymath, c'est la façon dont mon cerveau fonctionne et où je suis en fait bon sur beaucoup de sujets. Donc, il s'avère que je peux parler 4 langues, je, j'écris très bien, que j'ai des connaissances très approfondies en maths, en économie, etc. Donc je suis bon sur beaucoup de projets, c'est plus ça. Donc c'est plutôt une réflexion de ma curiosité intellectuelle et de ma capacité intellectuelle qui sont diverses qu'autre chose. Maintenant, on vit dans un monde spécialisé où les gens ont tendance à récompenser la spécialisation. Donc le meilleur programmeur en IA gagne beaucoup plus que le programmeur moyen. Et donc les Roger Federer, quoi, alors aujourd'hui ça sera plutôt Sinner et Alcaraz. Donc les gens valorisent la spécialisation. Maintenant, je suis un généraliste mais je suis bon dans beaucoup, beaucoup de sujets. Alors, je ne suis jamais le meilleur dans ces sujets-là, mais le PDG d'une boîte a tendance à être plutôt généraliste. Mais il faut être suffisamment dangereux dans ce sujet pour être intéressant. Maintenant, encore une fois, n'est pas particulièrement utile pour être entrepreneur.
réussissent bien, peut-être même mieux. C'est juste, je trouve que la vie est plus intéressante en ayant de la curiosité en abordant beaucoup de sujets. Mais c'est pas pour autant de faire, il faut pas faire 5 choses en même temps, il faut faire une chose. Ok. Bon bah non, je pense qu'on a fait le tour. C'était vraiment hyper intéressant, hyper passionnant, trop incroyable. Voilà, alors la chose, tu l'as abordée en disant oui, l'ayahuasca. Voilà, pour moi, s'il y a une chose que la France n'a pas très bien compris, c'est à quel point les psychédéliques sont des outils magiques et magnifiques qui ne devraient pas être illégaux. Tout le monde devrait au moins une fois dans leur vie, dans le bon contexte, dans le bon cadre, faire l'expérience, voilà, d'être en communion avec le divin, Bah moi j'avais fait d'une hein, manière ou d'une autre. l'ayahuasca, hein, j'ai fait au Brésil, hein. D'accord, alors voilà. Alors je l'ai Et fait tout. moi dans la jungle profonde de Brooklyn. Ah, ok. Ah, c'est plus simple, par exemple au Brésil, si ça se passe mal, il y a un hôpital pas loin et personne va prendre avantage de moi. Et ça a très bien marché. Pleine d'aventures, de bonheur, d'expérience, de joie et de purpose, quelque chose qui donne un sens à sa vie. Donc voilà, beaucoup de diversité et d'intensité, de joie, de bonheur et de bonne humeur. Les gens se prennent trop au sérieux. Voilà, il y a plein de raisons d'être heureux dans cette vie. Ouais, mais d'ailleurs c'est le point commun un peu avec tous mes invités de podcast. La majorité, je trouve, ils ont encore gardé leur âme d'enfant. Exactement. C'est une des raisons pour laquelle avoir des enfants, c'est génial. Ok, trop bien. Bah, du coup, dernière question, le mot de la fin, c'est en gros, si tu as le podcast, ce podcast Aventurier de la vie, le but vraiment, in fine, c'est d'aider ceux qui nous écoutent à réaliser leurs rêves, entreprendre leurs projets, voir la vie comme une aventure, et vivre une vie riche. Si tu avais un conseil à partager aux personnes qui nous écoutent, et puis ça sera le mot de la fin. Oui, ben, quoi que vous rêviez de faire, commencez-le. La, l'ambition a de la magie et du génie. L'ambition a de la magie et du génie. Belle phrase. Ok. Bon, bah, trop bien, super. Bah, merci à toi pour Merci. ton temps et merci à ceux qui nous ont écoutés. Si vous avez des questions, bah, n'hésitez pas à contacter Fabrice. Je mettrai son lien dans la description, ses réseaux sociaux. Merci. Super.